C'est une rencontre qui va certainement donner corps à un partenariat entre la Fondation Denise Nyakeruchi Sekedi et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'option soutenue par la première dame de la République, Denise Nyakeruchi Sekedi, est celle de conjuguer les efforts afin de rendre accessible l'enseignement à un grand nombre d'élèves à travers la République pour la prochaine rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire. Si un grand pas a été franchi avec l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo instaurée par le président de la République, il est important d'apporter un soutien aux enfants des familles les plus démunies à quelques mois de la reprise des cours. Nous avons échangé sur différentes façons pour s'assurer que les enfants les plus pauvres puissent revenir à l'école. Après cette période de Covid qui a été terrible, malgré tout, les enfants ont pu bénéficier pendant cette période de ce qu'on appelait l'éducation à distance, et puis aussi de livres à travers les radios communautaires, à travers ma classe de la RTNC ou Capiocole, mais aussi à travers des livrets scolaires. Tout enfant a droit à une éducation de qualité. La Fondation Denise Nyakeruchi Sekedi a, depuis sa création, fait sienne ce défi. C'est justement dans cette logique que la première dame a présenté aux représentants de l'UNICEF le programme Excellencia qui prône la culture de l'excellence auprès des jeunes. Il a été décidé à l'issue des discussions de la mise sur pied d'une commission mixte Fondation Denise Nyakeruchi Sekedi UNICEF pour réfléchir sur la mise sur pied d'une collaboration dans le cadre de ce programme. Satisfait de l'implication de la première dame dans l'éducation des jeunes, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo a rassuré de l'accompagnement de son institution aux actions entreprises par l'épouse du chef de l'État. Le transport en commun reste un véritable casse-tête à Kinshasa comme en province. La naissance de Transco depuis 2013 a pourtant redonné un brin d'espoir à la population congolaise et surtout quelques soulagements pour le Quinois. Seulement voilà, 7 ans après, Transco est aujourd'hui en perte de vitesse. Avec le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, les responsables de cette société de transport en commun ont passé au peigne fin les difficultés d'ordre logistique et financier avant de proposer des solutions à court et à moyen terme. Il y a un problème sérieux de tarification. Nous avons un problème sérieux de circulation dans la ville qui est connu par tout le monde. Et il y a également les mesures d'urgence sanitaire qui s'appliquent également sur Transco. Tout cela fait que notre exploitation n'est pas optimale aujourd'hui. Et nous sommes en train de régresser au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour nous permettre de maintenir le niveau d'activité. 500 francs de 2013 ne représentent pas, n'a pas la même valeur que les 500 francs en 2020. Alors comment on tient le coup? S'il faut parler de tenir le coup, nous avons de temps en temps des appuis ponctuels du gouvernement, mais c'est insuffisant. Une entreprise est une structure permanente. On ne va pas fonctionner avec des appuis ponctuels de l'État. Il faut qu'il y ait une politique planifiée pour les transports publics routiers. Et cette politique va intégrer les problèmes de tarification, les problèmes de subventions, approvisionnement en carburant, les problèmes des infrastructures. Quitter Massina pour arriver au centre-ville, aujourd'hui ça nous prend 3 heures alors que c'était 40 minutes avant. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faut qu'ils soient traités et pour que nous redonnions la vie à l'entreprise de transport routier. Dans le même registre, le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, a échangé avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Téhéran s'est dit disposé à apporter son expertise pour le développement du secteur des transports en RDC. De 82 000 $, c'est les montants décaissés par les gouvernements congolais pour faire l'audit technique sur la faillite de la cimenterie nationale de Kimpese. Une étape préalable avant de relancer la production des activités de cette usine. Un décaissement réussi grâce au plaidoyer du ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya lors du dernier conseil de ministres. Cette heureuse nouvelle ne pouvait pas laisser indifférents tous les notables de la province du Congo central. Raison de la présence de la députée nationale Nelly Mwinga Mutela, élue de Songololo, venue au nom de tous les Né-Congo remercier vivement les patrons de l'industrie Julien
Apollinaire Paloukou pour cet acte salvateur, car la relance de la production de cette usine tombée en faillite depuis 2011 a toujours été l'un des soucis majeurs de la province du Congo central tout entière. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de relance de notre société, la SNAT. Tout le monde sait que le travail procure le bonheur, alors les gens attendent. Les gens veulent voir cette SNAT refonctionner pour cette relance qui est vraiment importante pour la population de Songololo, non seulement la population de Songololo, du Congo central et pourquoi pas de la RDC, parce que c'est la cimenterie de l'État congolais. Les experts belges chargés de faire cet audit seront très prochainement dans cette province pour faire les constats. Les résultats qui sortiront de cet audit vont permettre de relancer les activités de cette usine et les travailleurs de la SNAT pourront enfin dire au revoir au congé technique auquel ils étaient plongés. Les infractions d'imputation dommageable, de faux bruit et d'injures publiques commises au préjudice de la partie civile Azarias Rouberois sont en concours matériel en faisant application de l'article 20 alinéa 2 du Code pénal, livre 1er, cumule les peines et condamne le prévenu à 17 mois de servitude pénale principale et à 1 100 000 francs congolais d'amende payable dans le délai légal. À défaut, il subira 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Le prévenu d'Ikita, Dieudonné alias Makubakuba, l'aura appris à ses dépens. Sa condamnation par le tribunal de paix Kinshasa Pont-Kasavubu le rééduquera et dissuadera certainement d'autres délinquants des réseaux sociaux qui pensent nuire incognito. Ce procès, plus pédagogique que répressif, servira désormais de référence afin de protéger d'autres potentielles victimes d'une utilisation irresponsable de ces outils de diffusion d'innombrables masses d'informations. Il aura fallu près d'1 mois pour que cette procédure inédite en matière de cybercriminalité s'achève, ce 20 juillet 2020, par devant le tribunal de paix Kinshasa Pont-Kasavubu, siégeant en matière répressive au premier degré en audience foraine à Makala, où le prévenu est détenu. Au cours d'une séance de travail avec la nouvelle équipe d'administration de la CADECO, le ministre du portefeuille Clément Koité-Nyimine a démontré sa détermination de faire de la CADECO une véritable caisse d'épargne dans le secteur financier congolais. Clément Koité a saisi cette occasion pour brosser la situation sombre de cette entreprise presque à l'agonie. Il a souligné que la CADECO demeure à ce jour exclue de la chambre de compensation de la Banque centrale du Congo car son capital social n'est pas à la hauteur du minimum exigé. Le président du conseil d'administration, Hussein Bopouli, a eu des mots justes pour remercier le ministre du portefeuille et il a rassuré que son équipe sera à mesure de répondre aux défis immenses de la CADECO. Nous sommes venus nous abreuver à la source de toutes les questions qui concernent la CADECO. Le ministre nous a fait un background de la situation de la CADECO depuis 2008. Il a ensuite donné son opinion sur ce que nous devons, la manière dont nous devons nous comporter en tant que responsable de la CADECO. Il nous a fait aussi des suggestions, des voies de sortie en rapport avec la situation de la CADECO. À noter que cette première institution bancaire de la RDC, aujourd'hui en faillite, a totalisé 70 ans depuis le 10 juin dernier et sollicite l'appui du gouvernement pour son relèvement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est résolu de booster le secteur du tourisme avec l'ouverture prochaine des frontières après la dévastatrice crise du coronavirus. Le ministre du Tourisme, le Dr Yves Bonkoulouzola, a entrepris une série de contacts avec les différents partenaires dans l'optique d'une éclosion de l'industrie touristique en RDC. Yossri Mohamed Khalid, ambassadeur d'Égypte en RDC à l'expérience des pharaons, les pyramides et autres vestiges de l'Égypte antique, sont des rentrées importantes de devises en Égypte et peuvent servir de modèle pour l'important potentiel touristique de la République démocratique du Congo. On a l'histoire, on a l'expertise dans ce domaine et on a abordé les potentiels de coopération entre les deux pays. Comment partager l'expertise que l'Égypte
a édifié pendant cette histoire très longue dans le domaine du tourisme. On a discuté les échanges entre les deux pays, comment activer quelques documents qu'on a déjà signés entre les deux pays dans le domaine du tourisme, comment on peut aider dans la formation des cadres congolais. Avec Kazunao Shibata, représentant résident de l'agence japonaise des coopérations internationales JICA, la possibilité d'un concours substantiel du Japon a été envisagée. Ces échanges sont à capitaliser en faveur d'un secteur touristique congolais encore très embryonnaire. Dans la foulée, le ministre du Tourisme a aussi reçu le directeur national de la WWF RDC pour aborder les questions d'accessibilité aux sites touristiques disséminés à travers le pays. Avec le plan national intégré mis à jour, Yves Bunkuluzola penserait donner les lettres de noblesse au tourisme congolais, un des leviers de l'économie nationale. La mise en place d'un plan d'action commun vise à investir considérablement dans l'avenir de la jeunesse pour le développement social. La question était au centre des échanges entre le ministre de la Formation professionnelle et le représentant de l'UNICEF. Édouard Beyberder affirme que le processus de réintégration totale des démobilisés et de certains jeunes en situation de rupture sociale pourra contribuer un tant soit peu à la consolidation de la paix. Et la formation professionnelle est très importante. On a discuté de différentes façons d'avoir la formation professionnelle, soit d'une façon classique, mais aussi d'une façon informelle, à travers l'apprentissage, à travers la formation en faisant. Aussi de comment faire que certains de ces jeunes rentrent aussi et deviennent entrepreneurs. Juste après, John Toumba, ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, a accordé une audience au numéro 1 de la Fondation Formafrique. Ensemble, ils ont évalué le processus de formation professionnelle, ce qui va permettre à la République démocratique du Congo de parvenir à une nouvelle industrialisation spécifique pour une main-d'œuvre locale et qualifiée. La formation professionnelle doit se positionner par rapport à une stratégie de l'État. Cette stratégie qu'il faut mettre en place, aujourd'hui on le constate tous les jours, il n'y a pas de stratégie d'industrialisation en République démocratique du Congo, particulièrement sur l'ensemble de ses ressources naturelles. Pour faire cette industrialisation, j'ai expliqué quelles étaient les formes d'industrialisation qu'il faudrait mettre en place. En RDC, il y en a qui existent, il y en a qui n'existent pas. Mais surtout ensuite, pour qu'il y ait industrialisation, il faut des formations. Selon le ministre de la Formation professionnelle, la RDC devra investir dans le capital humain à travers la formation professionnelle, ce qui lui permettra de cheminer à coup sûr vers son émergence. Des chants et adorations des élus du peuple, l'image n'est pas du tout courante. Ceux-ci répondent à un appel et soutiennent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a dédié la nation à l'Éternel en réaffirmant leur foi chrétienne haut et fort à travers le groupe d'adoration des parlementaires chrétiens. L'objectif est d'influer positivement en usant des valeurs chrétiennes sans aucune coloration politique dans le travail législatif. Nous pensons que nous ne pouvons pas être des acteurs de changement, des agents moraux, si nous-mêmes de gens, nous ne sommes pas changés. Il faut le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir, bien entendu, influencer les autres, impacter notre société et participer, bien entendu, de manière citoyenne et républicaine à la rénovation de notre cher et beau pays. Et nous pensons que nous allons poursuivre, mais avec beaucoup de perspectives. Nous avons beaucoup d'idées. Le chef de l'État a donné le go d'un point de vue superstructurel en dédiant ces pays entre les mains du Seigneur. Alors il faut un accompagnement global. Il va falloir qu'on puisse créer une nouvelle race de personnes qui croient en Dieu et qui croient aux valeurs. Et je ne dirais jamais assez, le problème du Congo, c'est un problème qui est quasiment lié à la crise des valeurs et au principe des 3 V. La vision, le vecteur et la volonté politique. Pour cette rencontre, 2 grands du monde chrétien ont répondu à l'invitation. Il s'agit du révérend pasteur Daniel Kawata et le chantre de l'Éternel Michel Bakenda. Une commission ad hoc sera bientôt mise en place pour l'élaboration d'un texte réglementaire et envisager des modules de formation. Bye.